Dans cette vidéo dédiée à la géochimie des isotopes stables, nous allons tout d'abord aborder la notion de fractionnement et l'expression de ce fractionnement. Comme les différents isotopes d'un même élément ont le même cortège électronique, les propriétés chimiques des molécules qui contiennent donc ces différents isotopes sont équivalentes. Mais comme les différents isotopes d'un même élément ont des masses sensiblement différentes, les propriétés physiques, c'est-à-dire la masse, la densité, le point de fusion, etc., des molécules qui contiennent des isotopes différents sont un peu différentes. Le fractionnement isotopique est le partage relatif des isotopes les plus lourds et les plus légers d'un élément chimique au cours d'un processus physique ou chimique. Pour le dire autrement, le fractionnement modifie la composition isotopique d'un élément dans un composé par le passage de ce composé d'un état physique à un autre ou d'une composition chimique à une autre. Il est dû aux petites différences de propriétés physiques entre les isotopes qui sont essentiellement dues elles-mêmes aux différences de masse. Les fractionnements sont très faibles, de l'ordre de quelques dixièmes à centièmes de %. Ils ne sont significatifs que pour les isotopes légers dont la masse atomique est environ inférieure à 40. Le rapport d'abondance isotopique dans un composé est par convention le rapport de l'abondance de l'isotope lourd sur celle de l'isotope léger. Par exemple, le rapport d'abondance de l'hydrogène dans l'eau liquide est le rapport de l'abondance de l'hydrogène de masse 2 sur celle de l'hydrogène de masse 1. Le fractionnement modifie le rapport de deux isotopes entre une phase A et une phase B ou un composé A et un composé B. Nous repartons du cas de l'eau liquide, qui cette fois s'évapore pour donner de la vapeur. Les molécules d'eau contenant les isotopes légers, c'est-à-dire de l'hydrogène de masse 1 ou 1H, s'évaporent plus facilement et plus vite que celles qui contiennent les isotopes lourds, c'est-à-dire ici 2H. Le rapport d'abondance 2H sur 1H est donc plus faible dans la vapeur que dans l'eau liquide. R liquide est supérieur à R vapeur. En pratique, on mesure le fractionnement par le facteur de fractionnement isotopique ou rapport de fractionnement, alpha, qui est le rapport des rapports d'abondance de l'isotope lourd et de l'isotope léger dans les deux phases ou les deux composés A et B qui échangent des éléments. Dans l'exemple à droite, entre l'eau liquide et l'eau sous forme vapeur, il y a un échange d'hydrogène 1H et d'hydrogène 2H, ce qui est représenté par la réaction H2O liquide en équilibre avec H2O vapeur. Le facteur de fractionnement qui rend compte de cet échange est écrit ici alpha exposant liq, indice VAP, liq pour liquide, VAP pour vapeur bien entendu. Il est égal donc au rapport 2H sur 1H dans le liquide sur 2H sur 1H dans la vapeur. Pour présenter la composition isotopique d'un composé, on exprime en général son rapport isotopique par delta, la déviation par rapport à une référence. Delta est égal au rapport d'abondance dans la phase A moins le rapport d'abondance dans la référence divisé par le rapport d'abondance dans la référence, ce qui est égal aussi à RA sur RF moins 1. C'est une grandeur sans dimension qu'on peut exprimer parfois en pour 1000, et dans ce cas, on a delta égale RA sur RF moins 1, le tout multiplié par 1000. Par convention, on écrit delta suivi du nom de l'isotope lourd. L'exemple à droite est celui de la composition isotopique de l'oxygène dans le composé A, exprimé par rapport à une référence. Pourquoi utilise-t-on cette notation delta plutôt que les rapports isotopiques eux-mêmes? Les spectromètres de masse permettent de mesurer avec précision des rapports de masse, mais ces grandeurs ne sont pas très faciles à manipuler. Par exemple, le rapport 18O sur 16O dans les composés naturels est de l'ordre de 0,00205.
d'un composé à l'autre, la différence porte sur le troisième, voire le quatrième, et même le cinquième chiffre après la virgule. Donc l'écriture est fastidieuse et la manipulation n'est pas très commode. On normalise donc les rapports de masse par rapport à une référence. Dans le cas de l'oxygène, on a delta 18O est égal à 18O sur 16O dans le composé que l'on mesure, sur 18O sur 16O dans la référence, moins 1 fois 1000, comme on vient de le voir. La référence étant le V-SMO, on a donc delta 18O qui est égal à 18O sur 16O dans A sur 18O sur 16O dans le V-SMO, moins 1 fois 1000. La référence est représentative du domaine de variation des échantillons. En d'autres termes, RA et RREF sont proches. Donc, RA sur RREF est voisin de 1. Si l'on transpose ceci au delta, rappelons donc delta égale RA sur RREF moins 1 fois 1000. Cela signifie que delta varie dans une gamme restreinte centrée sur 0. Pour l'oxygène, la référence VSMO est une eau synthétique dont la composition isotopique de l'oxygène représente la composition isotopique moyenne de l'eau terrestre. Comme le montre le diagramme de droite, le delta 18O du VSMO se situe vers le milieu de la gamme de variation qui englobe les eaux météoriques, les roches sédimentaires et métamorphiques, les granites, les basaltes, etc. On a choisi d'en faire l'origine de notre repère, le zéro de notre gamme de variation. Quand RA est supérieur à RREF, alors RA sur RREF est supérieur à 1, et donc transposé au delta, ça nous donne delta est supérieur à 0. Et inversement, si RA est inférieur à RREF, alors delta est inférieur à 0. Par exemple, prenons le delta 18O d'un carbonate de valeur 25 pour 1000. Cela signifie que 18O sur 16O dans le carbonate sur 18O sur 16O dans le VSMO, moins 1 est égal à 0,025. Ou encore que 18O sur 16O dans le carbonate est égal à 1,025 fois 18O sur 16O dans la référence VSMO. Prenons l'exemple d'un échantillon de glace de la calotte groenlandaise dont le delta 18O est égal par exemple à moins 32 pour 1000. Dans ce cas, on a 18O sur 16O dans la glace sur 18O sur 16O dans le VSMO est égal à moins 0,032. En d'autres termes, 18O sur 16O dans la glace est égal à 0,968 fois 18O sur 16O dans le VSMO. Ce que nous venons de voir est résumé sur cette diapositive est la suivante. Quand delta 18O est supérieur à 0, ça signifie que l'échantillon est plus riche en isotopes lourds que la référence. Quand delta 18O est inférieur à 0, cela signifie que l'échantillon est moins riche en isotopes lourds que la référence.
La valeur positive ou négative du delta nous indique donc juste que le matériau ou le composé a un rapport d'abondance supérieur ou inférieur à celui de la référence, comme on peut lire une valeur positive ou négative sur un thermomètre, ce qui nous indique que l'air ambiant a une température supérieure ou inférieure à la référence 0 degré. Les références qu'on appelle aussi étalons ou même standards, à partir de la notation anglaise, diffèrent en fonction des éléments. À la fin des années 50, début des années 60, le géochimiste américain Harmon Craig, un grand nom de la géochimie isotopique, a proposé plusieurs références. Pour l'oxygène, les références étaient le PDB, qui est la calcite d'un fossile de bélemnite de la formation géologique PD, donc ça nous donne PD bélemnite, PDB, et le SMO, dont on a déjà parlé pour Standard Mean Ocean Water, qui représente l'eau océanique moyenne. Pour l'hydrogène, c'est également le SMO et pour le carbone, le PDB. Les références originelles ont rapidement été épuisées dans les laboratoires. On utilise maintenant le VSMO et le VPDB, qui sont des références synthétiques ou virtuelles de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est basée à Vienne, d'où le V de VPDB et de VSMO. Et pour l'azote, on utilise un gaz. Comparons maintenant les compositions isotopiques de deux composés A et B. Si delta dans A est supérieur à delta dans B, cela signifie que le rapport RA sur R référence est supérieur à RB sur R référence et donc que RA est supérieur à RB. On dit aussi que A est enrichi en isotope lourd par rapport à B ou que B est appauvri en isotope lourd par rapport à A. Même par abus de langage, on dit parfois seulement que A est enrichi ou B est appauvri. Prenons maintenant l'exemple du carbone du CO2. Celui du CO2 produit par la combustion des combustibles fossiles a une valeur de delta C de l'ordre de moins 28 pour 1000. Celui de l'atmosphère a une valeur de l'ordre de moins 8 pour 1000. On peut dire que le CO2 des combustibles fossiles est appauvri en 13C par rapport à celui de l'atmosphère.